Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau direct des mardis de l'IH2EF pour un direct sur le mal-être étudiant en temps de Covid et quel levier pour agir. Merci à tous d'être présents. Je vous rappelle que vous pouvez interagir via Twitter avec le hashtag direct IH2EF et via menti.com avec le code qui va s'afficher sur votre écran. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de cette émission. Donc nous allons parler du mal-être étudiant, donc un sujet qui est fortement d'actualité et très médiatisé effectivement en ce moment. C'est quelque chose aussi d'assez, qui est médiatisé depuis peu en fait, depuis la fin d'année 2020 et ce début d'année 2021, mais qui existe en fait depuis le premier confinement. Et ce sujet est vraiment sorti et a été médiatisé grâce aux étudiants, à leurs enseignants, aux professeurs, mais aussi aux responsables d'établissements et aux associations étudiantes. Donc ce mal-être se caractérise par plusieurs choses, un isolement des étudiants, un manque d'intégration dans les filières puisqu'il n'y a pas eu de vraie rentrée universitaire, donc pas de connaissance de leurs collègues ou camarades de classe. Il y a une certaine frustration aussi qui peut se faire par rapport à d'autres élèves ou à d'autres étudiants, notamment les élèves d'écoles préparatoires ou de BTS qui ont pu avoir des cours quasi normaux dans les établissements dans les lycées. Et puis, il y a aussi cette incertitude par rapport à l'avenir, par rapport à leur avenir professionnel, mais aussi à leur avenir personnel, et des conséquences par rapport aussi à leurs problématiques, à des problématiques économique avec la perte d'un certain nombre d'emplois étudiants. Donc pour échanger aujourd'hui sur ce sujet, mais aussi pour vous apporter des solutions, en tout cas des manières d'accompagner, d'aider les étudiants et de proposer aussi des actions, nous accueillons un certain nombre d'intervenants aujourd'hui. Donc j'ai commencé par vous présenter nos intervenants qui sont à distance. Donc, tout d'abord, Laurent Gerbaud, qui est professeur de santé publique et président de l'association des services de médecine préventive universitaire. Monsieur Gerbaud, bonjour. Bonjour. Donc, Madame Dominique Marchand, présidente du CNUS. Madame Marchand, bonjour. Bonjour à tous. Madame Virginie Dupont, qui est donc vice-présidente de la CPU et présidente de l'Université Bretagne Sud. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Pierre Mathieu, qui est directeur de Sciences Po Lille et membre de la conférence des grandes écoles. Je vous remercie d'être présent à distance. Et puis, on ne pouvait pas non plus parler du mal-être étudiant sans avoir la voix des étudiants. Donc, sur le plateau, on a la chance d'accueillir Aurélien Brossard, qui est vice-président de l'Université de Poitiers, vice-président étudiant. Aurélien Brossard, bonjour. Bonjour. Donc, tout de suite, pour commencer, puisque je vais être accompagnée tout au long de cette émission par ma collègue ingénieure documentaire Sylvaine Paul, que vous commencez à bien connaître avec les présentations des ressources, qui va commencer tout de suite ce direct avec Monsieur Laurent Gerbaud. Donc, Sylvaine, je te laisse la parole. Merci Valérie, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Monsieur Gerbaud, bonjour, merci d'être parmi nous. Je vais aller droit au but par ma première question, qui est comment vont les étudiants ? Comment vont les étudiants ? On a plusieurs façons de le savoir, sans le savoir aussi bien et aussi précisément qu'on le souhaiterait.
On a plusieurs enquêtes qui montrent qu'actuellement, il y a un mal-être qui est assez généralisé au niveau des étudiants, qui est lié aux situations à la fois d'incertitude sur comment se déroule l'année et aux situations de confinement plus ou moins importants, plus ou moins partiels, qu'ils connaissent pour certains depuis longtemps. Et ce que l'on a vu au niveau des services santé universitaires, ça a été une forte demande sur le plan psychologique dès le premier confinement et qui s'est encore amplifié avec le deuxième confinement et notamment sur toute la période du mois d'octobre et du mois de novembre avec toute cette incertitude où on ne savait pas comment les choses allaient. Alors avec la reprise en présentiel, ça ne veut pas dire nécessairement que tout est réglé parce que cette reprise en présentiel est partielle et puis se heurte aussi à des problèmes d'étudiants qui sont retournés chez leurs parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester sur place où il y avait des conditions de logement qui n'étaient pas suffisantes et pour lesquels le retour en présentiel pose aussi des difficultés. D'accord, merci Monsieur Gerbaud pour ces éclairages. Si on affine un petit peu la question, quels sont réellement les impacts de la situation sur les étudiants ? Alors en fait, ce que l'on voit, c'est les conséquences de la rupture d'un certain nombre d'interactions sociales et qui sont à la fois des interactions sociales au niveau des étudiants entre eux, qui ont été quand même réduites et sur lesquelles l'existence de cours à distance, l'existence de relations à distance ne compense pas le besoin de l'être humain de relations présentielles, y compris d'ailleurs dans les liens avec les enseignants. On voit bien au niveau des étudiants que le fait d'avoir des cours en réseau à distance est quelque chose qui apparaît comme insatisfaisant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a le cumul de problèmes à la fois sociaux avec la perte de petits boulots étudiants, y compris pendant l'été, et de difficultés psychologiques. Et les deux se renforcent l'un et l'autre. Et puis surtout, ce qui est... on a une augmentation de la demande. Alors cette augmentation de la demande, il est difficile de la juger réellement parce qu'on est face à des services qui sont très vite saturés. Donc même s'il y a eu obtention de moyens supplémentaires depuis le mois de décembre, ces moyens supplémentaires, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a la possibilité de les loger. Et on peut certes faire des téléconsultations, mais il y a une très forte demande de consultations en présentiel. Les téléconsultations qui avaient été très bien acceptées au premier confinement, je vais dire maintenant, elles sont... vraiment considérés comme des ersatz et non plus comme l'élément principal. Et l'inquiétude que l'on a aussi, c'est sur le phénomène du décrochage, qui est cette fois-ci des étudiants qui ne vont pas nécessairement faire des demandes directement, qu'on verra pour d'autres motifs médicaux, ou qu'on verra par exemple pour des contrôles de vaccination, et qui à cette occasion-là vont dire qu'en fait l'université, ça n'est pas fait pour eux et ça ne les intéresse plus. Et en fait, c'est cette partie-là qui est aussi extrêmement inquiétante parce qu'elle ne fait pas l'objet d'une demande directe. Pour autant, ça veut dire qu'on a des générations d'étudiants qui sont en risque d'être perdus. Et ça concerne, c'est ça qui est très spécifique, notamment les étudiants de première année. Parce que ce sont des étudiants qui ont connu le premier confinement pendant qu'ils étaient au lycée, qui ont un affaiblissement des réseaux sociaux, mais qui se sont dit finalement c'est pas très grave, je vais rentrer à l'université et je me ferai un nouveau réseau social. Ils sont rentrés à l'université, globalement ils font 1 mois et demi, 2 mois aux étudiants pour arriver à stabiliser, à commencer à construire de nouveaux réseaux sociaux. Et c'est là où est arrivé le deuxième confinement. Très bien, merci beaucoup. On a eu, donc vous nous avez exposé des faits, des constats. À votre avis, quelles leçons on peut tirer de cette situation ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'avenir ou qu'est-ce qu'on peut construire, déconstruire, reconstruire, selon vous ? On pourrait construire, reconstruire beaucoup de choses. Mais la première des choses, c'est de faire très attention au fait que la vie universitaire, c'est une sursection d'interaction sociale entre les étudiants, avec les enseignants, mais avec aussi les personnels des Crous. Et je profite pour souligner l'excellence du travail qui est mené avec les Crous. Et vraiment, on doit se dire tout ce qui renforce les interactions sociales va en faveur de la santé des étudiants. Ça, c'est le premier point général. Et on est sur une logique plus de promotion de la santé qu'autre chose. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, la crise sanitaire actuelle frappe des structures qui sont extrêmement fragilisées, et on le voit aussi bien à l'hôpital que dans les services de santé universitaires, avec des services de santé universitaires qui, globalement, en termes de moyens, n'ont pas beaucoup évolué depuis 50 ans. Merci. Et en ce qui concerne le milieu enseignant, quels conseils est-ce qu'on peut leur donner, puisqu'ils sont sollicités, soit à distance, soit en présentiel, pour ceux qui ont la chance d'être en présentiel? Quels sont les conseils que vous leur donneriez pour favoriser l'accompagnement des étudiants qui sont en difficulté? Alors, c'est de prendre contact avec un service santé universitaire quand ils en ont un, parce que là aussi, tous les étudiants, tous les post-bac n'en bénéficient pas. Et globalement, ça fait partie, par contre, des acquis
qu'il faudra garder. J'ai parlé de la collaboration avec les Crous, la collaboration avec les enseignants, avec les personnels de scolarité, qui sont aussi au contact d'un certain nombre d'étudiants qui ne vont pas bien, se sont considérablement améliorés. Le problème qu'on a, c'est que nous, on est très vite à saturation, donc on fait ce qu'on peut et on ne peut pas toujours répondre très vite, mais on le fait au maximum. Merci beaucoup, Monsieur Gerbeau. On vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission à l'occasion de la table ronde. Tout à l'heure. En fin d'émission également. Et en fin d'émission également pour les réponses que notre public ne manquera pas de nous poser. Je vais à présent me tourner donc vers Dominique Marchand, présidente du CNUS, pour également avoir son point de vue sur la situation et notamment sur les aides qui ont pu être mobilisées par les institutions, les Crous, le CNUS, etc., au bénéfice des étudiants. Madame Marchand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Voilà, vous êtes présidente du CNUS, donc le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les missions du CNUS, s'il vous plaît ? Oui, alors le CNUS, c'est un établissement public national. C'est une relative atypie dans l'organisation administrative française, où un établissement public national pilote un réseau de 26 Crous qui sont eux-mêmes des établissements publics administratifs autonomes, mais avec toute la force et la spécificité d'un réseau qui a pour objectif une forme de solidarité, de partage interne au réseau entre les Crous, que le CNUS favorise bien entendu, mais dont la mission principale est de fixer des orientations nationales, de veiller à leur mise en œuvre en tenant compte bien sûr des spécificités locales, et puis d'allouer les moyens qui nous sont dédiés via le MESRI, d'allouer les moyens, que ce soit en investissement ou en fonctionnement au CRUS. Merci. On entend par voie de presse, par voie institutionnelle, de nombreuses mesures qui sont annoncées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est exactement, ou en tout cas le plus précisément possible ? Je vais essayer de lister toutes ces mesures et dans un ordre logique au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé depuis le début de la crise sanitaire, parce que je pense objectivement qu'à chaque fois, des adaptations ont été cherchées et portées dans ce qu'a mis en œuvre le réseau des Crous, bien entendu en mettant en œuvre des orientations ministérielles. Et je rejoins absolument ce qu'a dit Laurent Gerbeau tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons aussi travaillé dans une concertation, une cohésion accrue, notamment avec les établissements d'enseignement supérieur, mais également plus largement avec des acteurs locaux avec lesquels nous avions moyennement l'habitude de travailler jusque-là. Je pense par exemple au commissaire à la pauvreté ou à des acteurs associatifs ou caritatifs. Donc, pour balayer très rapidement, mais dans un ordre chronologique, parce que je pense que c'est important, cela permet de montrer au fur et à mesure, à chaque fois que des sujets se présentaient, comment nous avons tenté, en tout cas, d'y répondre. Donc, premier temps, augmentation des aides d'urgence, augmentation des aides spécifiques de manière très, très significative, puisque nous avons alloué plus de 50% d'aides spécifiques en 2020, que ce ne fut le cas en moyenne les années antérieures. 24 millions d'euros en moyenne précédemment, 35,5 en 2020. S'ajoutant à cela, les aides qu'ont déployées les établissements d'enseignement supérieur de manière aussi bien plus significative qu'elles ne le faisaient jusque-là, notamment via la contribution de vie étudiante et de campus. Nous avons maintenu toutes les résidences universitaires ouvertes, y compris pendant la période de premier confinement. Nous n'avons pas appliqué le préavis d'un mois pour réinciter les étudiants qui le souhaitaient à rejoindre leur domicile lors du premier confinement. Les loyers ont été gelés, alors que normalement, il y a un indice de révision des loyers qui s'applique, qui n'a pas été appliqué ni en 2020, ni jusqu'en septembre 2021. Nous avons mis en place l'aide souhaitée par le ministère très, très rapidement pour allouer une aide de 200 € supplémentaires pour les étudiants qui avaient subi une perte d'emploi étudiant ou de stage gratifié. Lorsque les examens ont été prolongés en juillet, il y a eu un prolongement des situations, des possibilités d'obtenir une bourse sur critères sociaux.
De la même manière, lorsque des stages ont été reportés et prolongés pour la période de septembre-décembre 2020, donc en fin d'année universitaire, notamment pour les masters, le droit à bourse a été réouvert. Les situations des étudiants boursiers ont été revues également pour tenir compte d'une précarité familiale accrue. Comme je l'évoquais tout à l'heure, donc des partenariats renforcés avec les acteurs associatifs et caritatifs et qui ont permis, au-delà des moyens des Crous eux-mêmes, de multiplier les dons d'aide alimentaire, de produits de première nécessité, ce qui a toujours lieu et de manière encore plus renforcée actuellement, je dois le dire. Nous avons veillé aussi à maintenir les structures de restauration ouvertes. Alors, ça n'a pas pu être le cas pendant le premier confinement. Nous avions pour obligation de les fermer. Mais en tout cas, pendant le second, même sous forme de vente à emporter, nous avons maintenu plus de la moitié des structures de restauration ouvertes, alors que la fréquentation était très faible, mais dans le souci de soutenir les étudiants et qu'ils puissent trouver des structures de restauration le plus souvent qui le soient offertes, et en développant de manière considérable la vente à emporter, c'est-à-dire des repas et des plats préparés. Vente à emporter ne signifie pas nécessairement du tout un sandwich. Et puis, le repas à 1 euro qui a été mis en place donc sur décision du Premier ministre, qui a été annoncé mi-juillet, qui a été mis en place pour les étudiants boursiers à partir du 31 août, et puis sur décision du Président de la République annoncée le 21 janvier et qui a été mise en œuvre dès le 25 janvier pour tous les étudiants. Donc là, on était sur le problème de la précarité étudiante, les aides financières, oui, les aides de logement, les aides pour les résidences, tout ce que peut apporter le Crous. Et à propos de l'accompagnement, puisque vous êtes aussi acteur sur l'accompagnement des étudiants, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur ces dispositifs qui ont été mis en place également ? Oui, alors effectivement, vous voyez dans la première partie, j'ai indiqué dans chacun des 100 champs de mission du réseau finalement, logement, restauration, aide sociale, ce qui avait pu être fait et adapté et apporter un soutien supplémentaire. Il y a aussi la dimension vie étudiante, bien entendu, qui fait aussi partie des actions du réseau des Crous, et donc dans laquelle nous avons veillé, et faisant écho là aussi à ce que disait le professeur Gerbeau, à ce qu'il y ait un accompagnement, à ce qu'il y ait une vie sociale, notamment dans nos résidences, qui soit maintenue le mieux possible. Et donc, les personnels ont été très mobilisés, notamment pendant la première période de confinement, pour s'enquérir de la situation des étudiants par des actions de phoning, de porte-à-porte, pour s'assurer directement dans un contact direct et interpersonnel avec chacun des étudiants logés, eh bien, s'ils rencontraient des difficultés, si tout allait bien, s'ils avaient besoin d'un soutien. Nous avons développé le soutien psychologique à distance. Là aussi, ce sont des actions qui préexistaient, mais qui ont été développées notamment effectivement par la voie des entretiens à distance. Nous avons développé les partenariats avec une association comme Natline, par exemple, qui fait appel à des ressources d'étudiants pour avoir un temps d'écoute. Là, il ne s'agit pas de soutien psychologique, mais d'avoir un temps d'écoute avec les étudiants dans cette logique de pair à pair. De la même manière et pour les mêmes objectifs, nous avons mobilisé les volontaires en service civique. Le réseau des Crous, c'est le premier réseau d'établissements publics à avoir des volontaires en service civique qui ont été très fortement mobilisés, ainsi que des personnels, des étudiants, pour développer des animations, notamment au sein des résidences. Donc, il y a eu de multiples animations, et c'est toujours le cas aujourd'hui, sous forme de vidéos, de recettes de cuisine filmées par des chefs de cuisine, des jeux à distance, des concours, des activités sportives à distance, de la production sur la base d'œuvres littéraires. Nous avons même organisé des concerts au balcon avec des concerts au pied des résidences pour les étudiants qui pouvaient les entendre. Et puis, nous avons développé les référents étudiants, ce qui était déjà une initiative de mise en œuvre dans certains Crous. Toujours pareil, dans cette dimension d'écoute, de discussion facilitée de pair à pair, et donc des référents étudiants dans chacune de nos résidences. Merci. Et afin de communiquer avec vos étudiants, quels sont les canaux que vous utilisez le plus fréquemment, et est-ce que notamment ils sont efficaces pour aller toucher les étudiants les plus isolés, par exemple ?
Alors c'est une vraie bonne question parce que nous déployons énormément d'actions de communication que je vais détailler, mais nous sommes toujours convaincus que malgré tous ces efforts-là, il y a très certainement des non-recours au droit. Bien que eh bien, nous diffusions des informations, bien sûr, sur le site des Crous. Nous avons un vecteur très performant qui est le site Mes services étudiants, où tous les étudiants retrouvent des briques avec toutes les aides. C'est l'application qu'ils utilisent pour solliciter une bourse, pour solliciter un logement, toutes les aides possibles, aide à la mobilité master, aide à la mobilité Parcoursup, etc. Donc, qui est quand même très connu des étudiants. Il y a le site étudiant.gouv dont la gestion est partagée entre le CNUS et le MESRI. C'est une gestion conjointe. Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. C'est un vrai sujet parce que vous voyez, les étudiants ont tellement l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux que parfois ils interrogent via Facebook ou Instagram ou autre sur des questions personnelles de type le temps d'instruction de leur dossier de bourse. Via les réseaux sociaux. Donc, ça nous demande beaucoup d'attention et beaucoup de sujets de cet ordre. Nous avons une plateforme téléphonique. Si vous vous en souvenez, la ministre de l'Enseignement supérieur a souhaité créer en janvier 2020, là, non pas dans le contexte de la crise sanitaire, mais du sujet de la précarité étudiante qui avait commencé à émerger suite au drame lyonnais. Et donc créer une plateforme téléphonique nationale d'appel pour renseigner les étudiants sur les aides auxquelles ils peuvent avoir droit, notamment les aides spécifiques dont je parlais tout à l'heure. Et donc nous avons repris cette plateforme téléphonique à partir du mois de juillet de cette année. Donc c'est aussi un vecteur de communication. Nous avons la capacité d'envoyer un mail à tous les 2,7 millions d'étudiants de France, quel que soit leur établissement d'enseignement supérieur. Et enfin, je terminerai par cela, eh bien, nous utilisons aussi, bien sûr, le vecteur des référents et des volontaires en service civique. Nous avons pu vérifier que le contact des référents avec les étudiants qui sont logés dans nos résidences a souvent permis que les étudiants qui ne connaissaient pas les possibilités de recours, qu'elles soient proposées par le CRUS ou par le service de santé universitaire, n'étaient pas connues et l'étaient beaucoup mieux via l'action des référents. Merci beaucoup, Mme Marchand. Je vais donc à présent laisser la parole à Valérie Callier qui va donc entamer cette deuxième partie de l'émission par la table ronde qui fera appel à tous nos intervenants. Valérie. Merci Sylvaine. Je vous propose que tout de suite on rentre dans le vif du sujet, en fait, terrain dans les établissements. Avec une première question, je vais m'adresser donc à Monsieur Brossard, Madame Dupont et Monsieur Mathieu, et je vous demanderai peut-être de répondre chacun à votre tour. On va commencer peut-être par la voie étudiante, par Monsieur Brossard, pour savoir déjà la situation dans votre établissement. Comment ça se passe? La situation aujourd'hui, on va dire qu'elle n'empire pas. Effectivement, ce mal-être aujourd'hui, il existe, il est réel, et maintenant plus personne ne le nie. Il est vraiment au centre des préoccupations des établissements. Et on essaye d'y répondre au mieux. Mais rappeler ce que vous aviez dit au début et qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, il est mis en lumière, ce mal-être étudiant, cette précarité étudiante, mais qu'elle existait déjà avant et que la crise sanitaire ne fait que l'amplifier. Donc la situation pour vous, elle est comment pour l'université de Poitiers? Elle s'améliore? Elle est en stand-by? Elle s'améliore notamment alors déjà par le temps, par l'expérience et aussi par tout ce qu'on peut mettre en place, et je crois qu'on détaillera un petit peu après. Donc Madame Dupont, peut-être aussi savoir comment ça se passe dans votre université, peut-être plus globalement les retours que vous avez aussi à la CPU par rapport aux situations dans les établissements, enfin dans les universités en tout cas. Oui, merci beaucoup. Donc, dans le cadre de mon université, en fait, et effectivement, on retrouve les mêmes situations qu'on a pu voir ailleurs, c'est-à-dire beaucoup de difficultés à la fois
sociale, financière, psychologique d'un grand nombre d'étudiants, avec une augmentation d'environ un peu plus de 30% des demandes de consultation auprès des médecins, des psychologues, une grande augmentation effectivement aussi au niveau des aides du Crous. Par contre, moi je dirais qu'avec donc ce qui a quand même été mis en place depuis quelques semaines, alors peut-être qu'on a la chance aussi dans mon établissement, c'est qu'on a une expérimentation qui existe avec la CPAM depuis déjà 2 ans et qui permet aussi à des étudiants d'avoir recours en fait aux psychologues de ville, donc déjà sans passer par les SSU. Donc peut-être que ça a facilité les choses et ça a provoqué peut-être moins de difficultés qu'on a pu rencontrer dans d'autres établissements. Et je pense que la situation s'améliore, comme disait Monsieur Brossard, aussi tout simplement parce qu'aujourd'hui les étudiants reviennent. Et depuis qu'ils reviennent en fait sur site, eh bien, ils retrouvent du lien avec donc leurs camarades, les autres étudiants, les liens avec leurs enseignants. Et aujourd'hui, je pense que ça va forcément aller dans le sens où ils vont aller mieux. Malgré tout, il y a encore un certain nombre de sujets, effectivement, qu'on aura l'occasion de balayer, pour lesquels il y a des difficultés, parce que on commence à voir les retours des examens qu'on attendait peut-être, en tout cas, on imaginait qu'on allait avoir un important décrochage. Et en fait, au final, pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas réellement plus d'absents que l'année dernière, voire même moins. En tout cas, c'est pas significatif. Sur les résultats, on s'imaginait aussi peut-être qu'il allait y avoir de fortes baisses. Là encore, c'est pas significatif. À certains endroits, oui, mais à d'autres, non. Et voire même, les résultats peuvent être dans certaines disciplines meilleurs. Donc, on peut aussi penser qu'il y a eu de la bienveillance de la part de nos collègues, à la fois sur les épreuves demandées et puis sur la correction, parce que c'était pas toujours évident de proposer des examens à distance. Évidemment, en présentiel, on sait bien faire, donc c'est facile. Mais quand il y avait des examens à distance, effectivement, peut-être que ça a joué aussi un petit peu sur les résultats. Mais bon, ça ne peut qu'améliorer leur morale aussi s'ils s'aperçoivent que leurs résultats ne sont pas mauvais, ou en tout cas pas trop. Donc, écoutez, je vais peut-être laisser Monsieur Mathieu continuer, puis on reviendra sur d'autres sujets par la suite. Oui, Monsieur Mathieu, si vous voulez rebondir par rapport à la situation dans les grandes écoles, je pense qu'elle est peut-être un peu plus facilitée et moins difficile, mais c'est peut-être un préjugé. Qu'en est-il dans les grandes écoles et à Sciences Po Lille ? Alors, oui, je pense que c'est différent parce que d'abord la taille des écoles en règle générale fait que peut-être on a été plus à même de faire de la gestion en plus grande proximité des élèves. Mais je vais vite là parce que je pense qu'en fait les situations sont extrêmement hétérogènes. Il y a des universités de petite taille. L'université de Bretagne est plutôt une université de petite taille. Des universités énormes. Lille, c'est 75 000 étudiants. Donc je pense que les situations là, on campe une situation générale, mais je crois qu'en fait il y a des situations extraordinairement différentes. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier, même si c'est pas l'objet aujourd'hui là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a du malaise chez les enseignants et chez le personnel administratif, parce qui subissent aussi des problématiques de télétravail, qui doivent s'adapter, et c'est pas facile aujourd'hui d'être enseignant, par exemple, dans le paysage que l'on connaît actuellement. Sinon, écoutez, moi j'aurais tendance à dire, si je prends mon école, que ça va mieux. Pourquoi ? Parce que c'est la 4e semaine là que les cours ont repris en présentiel pour tous les élèves et qui ont suivi à peu près 50% de leurs cours en présentiel, donc ils sont revenus à Lille. Et le simple fait d'être revenus, alors évidemment avec les consignes sanitaires, fait que ça va mieux. Enfin, en tout cas, on le sent tout à fait clairement. Ce que moi je ressens plutôt, c'est finalement de la frustration. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves ont le sentiment de suivre un cursus qui est dégradé par rapport à ce qu'ils attendaient de ce cursus. Moi, je pense à la vie associative, les cours d'amphi, toutes les conférences qu'on organise dans les écoles, mais aussi à l'université qui ne peuvent pas avoir lieu, parce que, bon, évidemment. Et puis, frustration par rapport aux stages, puisque les stages se passent de façon vraiment différente, et aussi frustration par rapport à l'année à l'étranger. Si je prends mon école, il y a une année, la 3e, qui est à l'étranger pour tous les élèves. La promo complète part à l'étranger pendant 1 an. Donc vous imaginez bien que c'est quelque chose d'assez central dans le cursus. Et là, on n'a qu'à peu près un tiers des élèves qui ont pu partir et qui, en fait, ont remplacé leur année à l'étranger par des cours sur le campus virtuel,
ou par des stages réalisés en France. Donc, vous imaginez, on fait une école pour partir un an aux États-Unis ou au Canada et on se retrouve à faire un stage à la préfecture de Romorantin. Donc c'est vrai que c'est pas nécessaire. Et en plus, je dis Romorantin, j'ai pas d'intérêt particulier avec Romorantin. Mais en plus c'est fini parce que vous voyez l'année prochaine ils pourront pas partir puisqu'ils seront en 4e année. Vous voyez, donc on est plus dans de la frustration. Bon, mais j'insiste quand même sur le fait que ça va mieux. Hein. Et après, juste un mot sur le décrochage. Il n'y a pas de décrochage dans le sens où nous, 100% de nos élèves sont présents. Il n'y a pas de problème. En revanche, il y aura probablement des petits soucis en termes de niveau de résultat parce qu'effectivement, on a fait appel à la bienveillance des collègues en termes de notation. Donc, je pense que comme à l'université, à mon avis, on va avoir finalement des taux de réussite qui vont être assez comparables à une année classique ou à une année normale. Mais il faut quand même assumer le fait que ça va s'accompagner, disons, alors je vais dire un terme un peu horrible, de problématiques de niveau qui seront à regarder attentivement, d'autant plus que, par exemple, les élèves qui sont en première année cette année ont suivi ou ont subi une année de terminale dégradée, n'ont pas passé le bac, suivent une première année post-bac un peu particulière. Donc, je pense que ça aura des effets à terme sur, disons, leur niveau. Et il faudra travailler à de la remédiation ou à de l'accompagnement. Voilà. Merci. Oui, je pense que c'est un sujet qu'on va être amené, de toute façon, dont on va parler régulièrement. Vous me retournez encore de nouveau vers Monsieur Brossard par rapport justement, donc on a parlé là de la situation et quelles actions concrètement ont été mises en place vous dans votre établissement? Alors quelles actions? Je ne veux pas toutes les lister mais en donner quelques-unes, peut-être les plus symboliques, oui. Déjà au niveau de la santé psychologique, la mise en place de numéros verts, alors un numéro vert de soutien psychologique mais aussi, et moi c'est celui-ci qui m'intéresse le plus, un numéro vert d'écoute entre pairs, d'étudiants à étudiants, qui est ouvert tous les jours de 18h à 22h et qui permet tout simplement d'avoir du lien avec un autre étudiant si un étudiant en ressent le besoin. Du côté de l'accès au numérique aussi, on fait des prêts d'ordinateurs portables qui sont disponibles au guichet des bibliothèques universitaires. Mais plus important, parce que c'est souvent ce qui manque, c'est pas l'ordinateur, souvent c'est la connexion. Et donc on fait aussi des prêts de clés 4G pour les étudiants. Du côté pédagogique, alors une mesure nationale, mais qui me paraît important d'être soulignée, c'est la prolongation des stages jusqu'au 31 décembre 2021, qui est important et qui est surtout important pour les étudiants en fin de cycle. C'est une mesure importante. Et puis à l'Université de Poitiers, deux choses aussi. Une première chose qui est le Pédagolab pour la formation des enseignants, et notamment pour aider les enseignants à adapter leurs enseignements à distance, parce qu'on ne fait pas un enseignement à distance comme on peut le faire en présentiel. Et puis un petit peu la même chose, mais pour le côté étudiant, qui est la plateforme Motive, qui est une plateforme de méthodologie du travail universitaire, et qui permet aux étudiants, notamment aux étudiants de première année, mais pas que, de s'approprier la méthodologie du travail universitaire sans pour autant avoir réellement mis les pieds à l'université, ce qui peut être plus compliqué. Et puis, si on parle un peu précarité étudiante, deux choses principalement. La première que je vais citer, c'est l'augmentation du nombre de contrats étudiants, qui permet aux étudiants qui ont perdu un emploi de pouvoir en retrouver un autre. Et puis une action parmi les nombreuses actions proposées par le Crous de Poitiers, qui propose des mesures et des actions de qualité en ce moment, mais une qui concerne l'emploi étudiant, c'est la mise en place de forums jobs qui existaient déjà, mais qui sont adaptés pour que les étudiants puissent retrouver des jobs en cette période de crise sanitaire. Et puis la dernière chose, évidemment, c'est le retour en présentiel qui a été essentiel dans la suppression de ce mal-être étudiant. Okay. J'espère que ça va être supprimé le mal-être. Madame Dupont, peut-être nous présenter des actions mises en œuvre dans les universités? Oui, alors donc on l'a vu dans la presse, notamment toutes les universités se sont mobilisées pour faire de l'aide alimentaire. On a pu voir d'ailleurs les queues à certains endroits dans des grands établissements. Donc de l'aide alimentaire, de l'aide pour des produits d'hygiène, de l'aide aussi, des dons de chèques culturels. La banque alimentaire est beaucoup aussi intervenue sur les campus pour proposer des paniers de légumes ou en tout cas des produits aussi alimentaires. Par exemple, nous on a fait aussi des paniers de Noël
avec des petits cadeaux et puis des chocolats, en plus des paniers alimentaires pour essayer de leur faire passer au moins un bon moment. Et ils ont été ravis de ces attentions qu'on a pu les uns et les autres te faire. Et je pense que à peu près partout, hein, enfin même partout, hein, on a eu ces accompagnements, notamment surtout alimentaires, qui étaient vraiment la principale difficulté, hein, pour certains. Après, avec l'ouverture des Crous et les repas à 1 euro, ça a vraiment aussi été voilà, une belle chance, hein, de pouvoir redonner accès en fait à de l'alimentation peu coûteuse aux étudiants. L'ouverture des restaurants, là par contre, ça nous facilite la vie aujourd'hui encore plus, avec donc la possibilité d'accueillir nos étudiants, mais de pouvoir en fait, hein, aussi les faire déjeuner. Donc, et d'organiser en fait, hein, des enseignements sur la journée, parce qu'autrement, quand il n'y avait pas la possibilité de les laisser déjeuner sur place, mais il y avait vraiment le risque qu'ils se remettent à 4-5 dans une voiture pour déjeuner leur petit panier repas. Et là, on brisait complètement effectivement la distanciation que l'on souhaitait, avec un risque sanitaire plus important. Donc vraiment, cette réouverture des Crous, c'était un vrai bonheur. Monsieur Mathieu, si vous voulez rebondir aussi sur les actions mises en place dans les grandes écoles et notamment à Sciences Po. En fait, on fait tous un peu la même chose. Nous, on a mis en place du yoga. En fait, on surfe on fait beaucoup de choses en ligne. En fait, on est en train d'apprendre très très vite, et je trouve que quelque part, essayons quand même de se dire que ce qui nous arrive en ce moment nous permet d'accélérer et de progresser en fait sur pas mal de choses, hein, la pédagogie à distance, même si c'est pas la panacée par ailleurs, mais sur plein de choses, hein. On fait de la gestion de crise, donc il faut pas que la crise dure trop longtemps, parce que je pense que surtout le problème, c'est que quand ça dure longtemps, on commence à en avoir tous marre et on commence à craquer tous petit à petit, mais globalement, on apprend énormément de ce qui est en train de se passer. Et effectivement, nous, tous les soirs, il y a des choses en ligne, on a organisé des conférences en ligne, on a remis en place des choses petit à petit dans l'école en maintenant les distances de sécurité. La bibliothèque fonctionne à demi-jauge. Voilà, tout ça existe, et je trouve que c'est plutôt positif. Je pense qu'on apprend quand même pas mal de cette situation. Mais simplement, je pense qu'effectivement, là, il y a un problème, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que les élèves, là, sont repartis en classe, mais se demandent si, moi, vous voyez, à Lille, on est un des départements qui est concerné par une hypothèse de couvre-feu ou de confinement le week-end. Donc, en fait, les élèves sont revenus. Puis attention, dans les écoles, peut-être à la différence des universités, nous, dans mon école, on a 80% d'élèves qui ne sont pas de la région. Donc, les faire revenir avec l'hypothèse qu'ils repartent, c'est des coûts de déplacement en train, par exemple. Nous, on avait annoncé qu'on rembourserait le train si on était obligé de refermer au bout d'une semaine. Et je pense que la grosse difficulté qu'on a, mais qui est partagée par tout le monde, y compris par la ministre, c'est de savoir jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir fonctionner comme on fait actuellement, donc avec 20% et 50%, hein, de jauge, etc. Et c'est compliqué pour tout le monde, là, pour le coup, parce qu'on bosse, on fonctionne, en ne sachant pas de quoi sera fait la semaine prochaine. Et ça continue à être quand même une espèce d'épée de Damoclès. Voilà, parce que ça peut avoir des effets psychologiques, je ne suis pas médecin ou psychologue, mais des effets de relapse. Enfin, si jamais on fonctionne à nouveau à peu près normalement pendant 1 mois et qu'on redit aux élèves de repartir chez eux, c'est extrêmement compliqué à gérer. Mais soyons positifs. Je pense qu'on est en train d'apprendre aussi de cette situation. Il faudra faire un retexte quand ça sera fini. Parce que je crois qu'on est en train d'accumuler de l'expérience, et je pense qu'il faut en accumuler, parce que on va se prendre d'autres types de soucis dans les années qui viennent, hein, si on ne fait pas l'oiseau de mauvais augure. Oui, donc pour clôturer aussi ces tables rondes et faire réintervenir dans le débat Monsieur Gerbeau et Madame Marchand, je vais me tourner de nouveau vers Monsieur Brossard pour aussi maintenant connaître un peu vos attentes justement par rapport à cette gestion de crise. Bon, si je devais faire une réponse simple et facile, je dirais plus de moyens. C'est effectivement une des attentes, mais si je devais préciser un endroit particulier, et peut-être que Madame Marchand me corrigera si je me trompe, il me semble que l'année dernière, les Crous avaient doublé leur enveloppe en matière d'aide sociale, et puisque la situation semble perdurer, la question serait de savoir si cette chose va être reconduite en 2021. Et puis une attente aussi, on va dire un peu sur l'après cette période-là, pour faire en sorte que toutes les mesures, et en tout cas toutes celles qui sont intéressantes, qu'on met en place aujourd'hui de manière rapide et de manière un peu forcée par la situation, se pérennisent et puissent perdurer. Merci. Madame Dupont, si vous voulez aussi proposer, enfin en tout cas, nous donner vos attentes par rapport à cette crise.
Oui, donc Monsieur Brossard le disait dès le début, hein, la vie d'étudiants c'était déjà difficile, hein, la précarité existait déjà. Le Covid n'a fait que mettre encore plus en évidence les inégalités. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un des leviers serait notamment, est-ce que certains parlent du RSA, est-ce qu'on parle des bourses, enfin, en tout cas, d'essayer de réfléchir de manière, on va dire, peut-être plus approfondie, de reposer les choses sur la table, donc sur les bourses aux étudiants. Alors, pas les bourses pour tout le monde, vraiment, effectivement, aider les étudiants qui en ont besoin, et de façon à ce qu'ils puissent se consacrer pleinement à leurs études sans se soucier de comment ils vont devoir manger tous les jours. Monsieur Mathieu, si vous voulez intervenir aussi sur vos attentes. Non mais je suis assez d'accord avec ça, évidemment. Après, là encore, les écoles, le profil social des étudiants, il faut aussi le dire, n'est pas le même selon les écoles, les facultés. Entre une fac de médecine et une fac de lettres, les profils sociaux sont pas les mêmes. Donc, si vous voulez, on a une difficulté à gérer une diversité des profils étudiants. Et puis, cette question de l'universalité d'un accompagnement qu'on pourrait apporter aux étudiants. Mais on est quand même en 2021, et il faudrait que les étudiantes et les étudiants puissent étudier sans avoir le souci ou la préoccupation de manger, de se loger. Je dis quelque chose là, soit le Covid ou pas le Covid, cette question-là est centrale, sauf que le Covid le met en évidence parce que ça fragilise encore plus les plus fragiles d'entre nos étudiants. Et là, que ce soit les écoles ou l'université, c'est ça qui est en avant. Donc j'espère qu'au niveau, disons, des politiques publiques globales, cette crise permettra de réfléchir à, en effet, une forme de RSA étudiant qui peut-être ne serait pas universel, mais élargirait les systèmes de bourse. Parce qu'il y a les boursiers, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des élèves qui ne sont pas boursiers parce qu'ils sont juste en dessous des tranches. Que même quand on est boursier échelon 6 ou 7 et qu'on est d'une famille extrêmement modeste, ça ne suffit parfois pas parce qu'on utilise une partie de sa bourse pour aider sa propre famille. Donc on est dans des systèmes comme cela. Donc voilà, si ça pouvait permettre de remettre un peu à plat tout cela et de faire une espèce, je vais faire exprès de dire un Grenelle de la situation étudiante, ça aurait du sens, voilà. Merci beaucoup. Je vais demander aussi, Monsieur Gerbaud, Madame Marchand, si vous voulez rebondir sur ce que vous avez entendu lors de cette table ronde. Madame Marchand, vous avez notamment été interpellée par Monsieur Brossard. Oui, alors je vais lui apporter une réponse, bien sûr. Donc, le Premier ministre lui-même a annoncé mi-décembre qu'il y aurait en 2021 un doublement des crédits dédiés aux aides spécifiques. Et nous sommes là très, très honnêtement sur ce niveau de dépenses, puisque ne serait-ce qu'au mois de janvier, par exemple, là, 2021, il y a eu 50% de dépenses d'aide sociale supplémentaires par rapport à décembre 2020, pas par rapport à 2018 ou 2019. Donc cela démontre bien que nous restons sur un niveau de soutien très élevé et que donc les crédits sont là pour permettre de le faire. Donc c'est un point très important. Et de manière plus générale, rejoignant les questions qui viennent d'être évoquées jusque-là, avec toutes les difficultés que nous avons vécues collectivement depuis plus d'un an maintenant, il est certain que des aspects, parce qu'il faut toujours essayer de positiver dans la vie quand même, c'est que ce sujet de la précarité étudiante, qui n'était peut-être pas perçu de la même manière jusqu'à maintenant, a été mise en lumière. Et nous comme le réseau des Crous, ça fait partie intrinsèquement de ces missions, nous le mesurons très très directement. Et effectivement, cela doit permettre de poursuivre le soutien qui est fait au bénéfice des étudiants, effectivement. Merci Madame Marchand. Je vais proposer peut-être à Monsieur Gerbaud, mais juste en deux mots, puisqu'on est en train de dépasser notre timing, et si on veut répondre aussi aux questions on a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, donc, si vous voulez... Deux mots très rapides, entièrement d'accord avec ce qui a été dit, et pour rappeler que la crise, elle révèle des fragilités qui étaient préexistantes, elle ne les crée pas nécessairement. Elle a permis des apprentissages qui sont importants, mais qui montrent aussi les limites des apprentissages. Et la sophrologie à distance, c'est bien, mais ça n'est pas tout. Et les téléconsultations, pour en avoir fait beaucoup, c'est bien, mais quand on peut vraiment examiner les gens, c'est mieux. Voilà, c'est juste pour dire ça. Merci beaucoup. Je vais donc me
me tourner vers Sylvaine pour qu'elle nous fasse le retour par rapport aux questions et puis on va distribuer la parole. Sylvaine. Alors, effectivement, beaucoup de réactions concernant ce sujet. Bon, on s'en doutait un petit peu. On a à la fois des questions, mais pas mal de témoignages, en fait, que ce soit d'étudiants ou de personnel. On a aussi quelques questions et puis des personnes qui réagissent par rapport aux propos qui ont été tenus jusqu'ici. Alors, je vous propose de commencer par certains témoignages donc, sur les conditions de vie des étudiants et leur situation, leur santé mentale et leurs ressentis. Donc, on va peut-être proposer à M. Gerbeau de répondre à cette question. Gerbeau, je vous cite par exemple ce témoignage d'étudiants qui, bien entendu, englobe énormément de situations personnelles en une seule. On est plus ou moins déprimé, beaucoup n'arrivent plus à suivre les cours, on a du mal à se concentrer, à trouver l'envie ou la motivation de faire les exercices, les fiches, voilà. Et même les plus solides face au travail se retrouvent confrontés à cette situation-là. En fait, ils se sentent usés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? À part leur dire d'essayer de tenir le plus possible, je pense que ce qui est compliqué, c'est d'essayer à tout prix de trouver une réponse à une situation qui elle-même crée des problèmes. On aura le bilan de ce qui se passe dans 2 ou 3 ans et je pense que ça sera difficile de le faire réellement avant. Si les étudiants ne vont pas bien, ils peuvent s'adresser à des lignes d'écoute, à des psychologues de services santé universitaire ou en dehors, hein, c'est pas la question. Mais je trouve que ce témoignage, on en a beaucoup. On reçoit par mail beaucoup de témoignages directement d'étudiants de ce type-là. Et c'était ce que je disais avant. Le fait que les étudiants viennent quand même aux examens, le fait que les notes ne soient pas trop mauvaises, attendons un peu, parce que je pense qu'il faudra pas mal de temps pour reconstruire beaucoup de choses qui se déconstruisent. Et à part de leur dire d'essayer de venir consulter le plus possible, notamment s'ils ont des ruminations avec l'idée qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, etc., où là, ça nécessite une prise en charge. Je pense que c'est la situation globale qui pose problème et pas la capacité à prendre en charge. Merci, Sylvaine. Alors, une autre thématique qui apparaît dans ces commentaires et avis, c'est le problème de l'insertion professionnelle qu'on a abordé déjà au cours de ces discussions. L'insertion professionnelle et le problème de la réorientation, par exemple, des élèves de master qui vont se réorienter pour suivre un 2e master, histoire de ne pas se retrouver forcément en situation de recherche d'emploi tout de suite, ou des jeunes diplômés, par exemple, qui n'ont pas encore 25 ans, qui n'ont pas été boursiers, donc voilà, qui se demandent un petit peu comment s'insérer dans le monde du travail dans ces périodes un petit peu compliquées. Madame Dupont, peut-être pour... Oui, alors effectivement, hein, on a tout à fait conscience de ces difficultés qui vont arriver, sachant qu'effectivement déjà, on va dire depuis quasiment un an, hein, on voit bien qu'effectivement l'insertion est déjà compliquée suite au début de la crise sanitaire. Dans les universités, on est aussi en train de réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour, par exemple, à l'issue en fait d'un bac plus 3 et de certains qui n'iraient pas en master, d'essayer de monter des formations bac plus 4, alors est-ce un DU, est-ce avec un autre nom, un diplôme universitaire ou autre chose. La même chose après un bac plus 5, et pour essayer effectivement d'accompagner et de faire en sorte qu'on puisse offrir à nouveau en fait un temps de formation aux étudiants et leur permettre de ne pas se retrouver peut-être tout de suite sur le marché du travail parce qu'on imagine que ça va être compliqué. Après, il va y avoir aussi un décalage sur l'entrée sur le marché du travail, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les stages pourront aller jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc on est en train de réfléchir effectivement à des solutions comme ça pour essayer d'accompagner les jeunes qui seraient en fin de diplôme et qui pourraient se retrouver en difficulté. Oui, alors là, on passe sur le sujet directement du Crous et des ressources proposées par le Crous. Donc, on va interroger Madame Marchand. Ça me paraît effectivement logique. Donc, on nous fait remarquer que dans certains campus, il n'y a pas de restaurant universitaire. Ou alors, on nous propose de rééchelonner l'échelle des bourses. Oui.
Alors, ce sont deux questions très très différentes. Effectivement, hein, le réseau des Crous dispose de près de 800 structures, près de plus de 800 structures de restauration, donc ce qui est quand même extrêmement significatif. Mais il est vrai, il est certain qu'il n'y a pas une structure de restauration du Crous dans chacun des endroits où des formations d'enseignement supérieur sont organisées. Et là, très objectivement, nous avons du mal à faire plus. Vous voyez ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, d'une part, plus de 800 structures de restauration malgré tout, ce qui est quand même extrêmement significatif, et tous les efforts qui ont été déployés malgré une fréquentation très basse, hein, parce qu'il faut mesurer que jusqu'à il y a quelques jours ou quelques semaines, eh bien, nous avions une activité de restauration qui représentait à peu près 15% de l'activité de restauration de l'année précédente à la même période. Donc, c'était déjà un effort tout à fait significatif. Quant aux bourses sur critères sociaux, alors nous, au niveau des Crous, nous les instruisons. Hein, là, pour le coup, ce n'est pas le réseau des Crous qui définit les critères et les principes d'attribution des bourses sur critères sociaux. C'est normal, c'est une décision nationale ministérielle. Cela étant, là aussi, le Premier ministre a souhaité qu'une réflexion soit engagée, parce que ce qui est particulièrement compliqué aujourd'hui parfois sur le modèle des bourses sur critères sociaux aujourd'hui, c'est un système d'échelon qui fait forcément créer des effets de seuil qui est consubstantiel au système, et donc qui effectivement peut avoir des incidences négatives. Alors, beaucoup de réactions, on n'aura sûrement pas le temps de tout traiter, hein, c'est évident. On a quand même quelques revendications qui s'expriment, notamment une demande de moyens supplémentaires pour l'enseignement supérieur, bien sûr, ça revient. On attire notre attention aussi sur la préoccupation des étudiants ultramarins en France qui se trouvent confrontés à des dépenses et à un isolement renforcé. En tout cas, c'est un ressenti. M. Brossard, par rapport à cette question sur les étudiants ultramarins, est-ce que vous avez des propositions ou des connaissances de choses? Après, on pourra peut-être demander à Madame Dupont si elle veut rebondir avec sa vision CPU. Peut-être au moins dire une chose, alors la situation des étudiants ultramarins ou des étudiants internationaux qui va se rejoindre sur cette question-là. Une chose à ne pas oublier et qui me paraît extrêmement importante, c'est que ces étudiants-là, pendant les pauses pédagogiques, pendant les vacances universitaires, ils ne rentrent pas chez eux, d'autant plus en cette période de crise, où ils vont même rester parfois pendant la période juillet-août. Et donc il faut pouvoir aussi proposer tous les services qu'on propose aux étudiants à ces étudiants-là sur ces périodes. Ça, c'est quelque chose d'important. Sinon, comme tous les étudiants, qui n'hésitent pas et qu'ils se retournent au besoin vers les services de santé universitaires, vers les services sociaux des universités ou du Crous. Enfin, voilà. Ok, merci Madame Dupont. Juste peut-être pour conclure, je suis désolée parce que si on veut finir et boucler dans les temps, donc une réponse très courte. Donc effectivement, hein, on a conscience que les étudiants internationaux et les étudiants ultramarins, ce sont des étudiants qui peuvent être encore plus en difficulté que les autres du fait de leur éloignement familial. Et je pense qu'il y a eu dans tous les établissements une attention particulière auprès de ces étudiants justement pour avoir un accompagnement de proximité le plus possible. Écoutez, je vous remercie en tout cas tous de vos réponses et de vos interventions. On a encore de nombreuses questions. Je vais laisser Sylvaine se préparer pour aller nous présenter les ressources dans le studio de Media Training. Donc Sylvaine, merci à toi et de pouvoir faire présentation de ressources. On a créé aussi, nous, de la frustration pendant ce direct. J'en suis bien consciente parce qu'on a eu beaucoup de questions. On n'a pas eu le temps de répondre. J'ai pas eu le temps de tous vous interroger aussi comme j'aurais aimé le faire. Donc, merci vraiment à tous. Et puis, donc, je vais laisser maintenant la parole à Sylvaine qui va pouvoir nous présenter les ressources qui sont liées à ce direct.
Merci Valérie, me revoilà pour un petit point ressources de fin d'émission. Je vous présente l'infographie que vous avez maintenant l'habitude de voir qui reprend tous les points essentiels abordés pendant cette émission. Et ici, on va se focaliser en ce moment sur le point ressources. Donc, la première ressource que je vais vous présenter, c'est le portail étudiant.gouv qui répertorie et donne accès à tout ce qui est nécessaire, les aides des services destinés aux étudiants. Sur cette page-là, nos étudiants vont pouvoir effectivement accéder à leur dossier social étudiant. C'est là qu'ils vont constituer leur dossier pour les bourses, pour le logement social. Et ensuite, en déroulant la page, on va arriver sur la rubrique donc, des aides pendant cette période de crise sanitaire. Donc ici, elles sont listées et donnent accès directement à la rubrique en cliquant ici simplement. Une autre ressource proposée par servicepublic.fr, donc eux aussi sur leur site proposent une page dédiée aux étudiants en difficulté dans laquelle ils vont lister de manière exhaustive toutes les aides, mesures, dispositifs qui sont proposés pour venir en aide aux étudiants. Une autre ressource que je vous propose, c'est une émission de la chaîne Public Sénat qui a été diffusée le 18 janvier 2021 et qui consacre son grand débat à la souffrance des étudiants. Ce débat est accessible à 30 minutes du début de l'émission, donc petit curseur, on glisse jusqu'à 30 minutes et ça démarre. Une autre ressource proposée par le site de la DGCIP, donc la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur de l'Insertion Professionnelle, qui eux aussi donc, proposent une mine d'informations, mais plutôt cette fois-ci à destination des professionnels, du personnel d'encadrement et des personnels de l'enseignement supérieur. Donc par exemple, en cliquant ici sur le petit Covid-19, vous allez arriver à d'autres ressources. En choisissant saison automne-hiver 2020-2021, vous allez accéder à tous les sites officiels qui ont été publiés pendant cette période. Bon, les autres textes officiels aussi, bien sûr, mais comme ici, on se consacre à la situation des étudiants, donc c'est ce que je vous propose. Voilà, tout ce qui est circulaire, décret publié pendant cette période sera répertorié sur cette page-là. Une autre ressource, cette fois-ci, sur le site de l'Observatoire de la vie étudiante, consacré aux différentes enquêtes qui ont été menées plutôt lors du premier confinement, donc dans l'année 2020, et qui propose donc le compte-rendu de ces différentes enquêtes. Je bafouille un petit peu. Voilà, donc vous les retrouverez ici, notamment la vie d'étudiants confinés sur la rubrique donc la santé pendant la pandémie et une deuxième enquête sur la situation financière des étudiants pendant ce premier confinement et la période qui a suivi. Un dernier site, je vous propose, plutôt à ce moment-là pour les étudiants qui viennent de terminer leurs études, donc les jeunes diplômés qui vont entrer dans le monde du travail et qui cherchent soit des stages rémunérés, soit une expérience professionnelle. Donc sur ce site, ici, 2 entrées possibles. Soit vous êtes vous-même un jeune, vous cherchez une solution pour votre situation, soit vous êtes un employeur et vous avez soit des événements à proposer, soit des emplois ou des stages à proposer à des étudiants. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous rappelle que tous les directs qui sont diffusés depuis le début de l'année scolaire sont accessibles sur notre page du site IH2EF dans la rubrique Les directs de l'IH2EF. Vous y retrouverez d'une part les programmations à venir sur les directs, ainsi que les replays des directs qui ont déjà été publiés et diffusés, ainsi que toutes les infographies qui s'y rattachent, bien sûr, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des ressources qui vous sont présentées ici. Et enfin, un petit point d'annonce sur les journées d'études qui ont été mises en place par l'IH2EF depuis le 15 février et qui va être filé comme ça jusqu'au mois de mai 2022. Donc divers événements vont ponctuer cette période-là, à laquelle vous pouvez assister, bien sûr. Et je vous invite à consulter cette page sur le site de l'IH2EF, bien sûr, qui va être mise à jour, actualisée. Vous y trouverez le programme, le livret d'accueil, etc. Voilà, plusieurs ressources à consulter régulièrement pour vous tenir informé de l'actualité.
Donc, retour sur l'infographie, je vous rappelle que vous la retrouverez avec le replay de l'émission. Elle vous annonce le prochain direct auquel j'aurai le plaisir de participer et de vous présenter des ressources. Ce sera donc dans 2 semaines, le 16 mars, et il sera consacré au continuum Bac-3, Bac+3, et notamment sur les enjeux d'un pilotage partagé. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. Je remercie toutes les équipes de l'IH2EF qui participent à ces directs, et plus particulièrement l'équipe audiovisuelle qui nous est d'un grand secours. Je rends la parole à Valérie en studio et je vous donne rendez-vous le 16 mars. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Sylvaine pour cette présentation de ressources. Ne doutons pas que nous serons amenés à reparler du sujet qui nous a préoccupés lors de cette émission, et en espérant apporter plus de solutions et des aspects très positifs avec la fin, on l'espère, de cette crise sanitaire. Je remercie vivement tous les intervenants qui ont été présents à distance et Aurélien Brossard qui était aussi présent sur le plateau. Merci à tous vraiment de votre participation et de vos interventions. Et j'espère à bientôt pour répondre peut-être encore à de nouvelles interrogations, parce que je suis désolée, on n'a pas pu répondre à tout. Et en tout cas, à dans 15 jours aussi pour un sujet qui est très proche, enfin pas très... qui est tout de même très proche, avec l'orientation des futurs lycéens vers le supérieur, donc sur le continuum Bac-3, Bac+3, où je pense qu'on aura aussi l'occasion de reparler de ces éléments, en tout cas liés au mal-être étudiant et à la crise que nous traversons. Merci à tous et à très bientôt. Je vous dis, quant à moi, dans 15 jours. Au revoir.